Quelle serait selon vous la direction à donner à la diplomatie camerounaise dans les prochaines années si vous deviez conduire aux destinées de ce pays? En diplomatie, d'ailleurs, comme dans bien d'autres domaines, je me laisse guider d'abord et essentiellement par les intérêts du Cameroun. C'est ça qui guidera mon action diplomatique comme ma politique économique et autres. Où se trouvent les intérêts du Cameroun? Comme vous le savez, je ne vous apprends rien, la diplomatie comme la politique étrangère est essentiellement fluctuante et se reconçoit régulièrement, se redéfinit en permanence au gré des intérêts de chaque État. Ça n'est jamais figé. Il n'y a pas d'amitié éternelle entre les États. Il y a des amitiés qui peuvent se définir en fonction des problèmes qui se posent et des objectifs visés par les uns et les autres. Et j'ai à cœur, en ce qui me concerne, que l'on cesse de croire que les Africains ne savent pas où ils vont. Je voudrais que mon pays, demain, mène une politique qui soit vraiment guidée par ses intérêts. À cet égard, effectivement, il vous surprendra donc pas que je dise que la politique étrangère du Cameroun sera guidée par le pragmatisme et ce sera une politique de présence, effective. Le non-alignement, aujourd'hui, n'a plus tellement de sens, d'ailleurs, parce que le monde qui était coupé en deux à l'époque n'est plus exactement le même, même si on voit ça et là des actes qui donnent l'impression qu'on veut retomber dans la guerre froide, mais c'est autre chose. D'ailleurs, on n'a plus un monde divisé entre les communistes et les capitalistes, et au milieu, un tiers monde qui se cherche et qui ne veut pas s'aligner. Aujourd'hui, on est dans une compétition globale où chacun cherche à préserver du mieux possible ses intérêts et peut faire des alliances en fonction des intérêts qu'il poursuit. C'est ce qui va guider notre politique. Donc, nous allons essayer d'être présents d'abord sur la scène sous-régionale et continentale. C'est là-bas que ça commence. Notre pays était très fort dans les années 60-70 de sa diplomatie parce que c'était une diplomatie qui était présente partout où il y avait des grandes questions qui l'interpellaient. Il ne vous aura certainement pas échappé que le premier président, Amadou Ahidjo, n'avait manqué à aucun sommet de l'OUA pendant toute sa durée au pouvoir. Parce que c'est là-bas qu'on rencontre les collègues africains, qu'on discute des problèmes, qu'on peut avoir justement des débuts de solutions à certaines questions. Le fait que nous ne soyons pas au niveau sous-régional, par exemple en N'Djamena, lorsqu'on a pris la décision finale sur le lieu de localisation de la bourse de valeur, nous a valu de perdre la bourse où tout le monde savait que c'était à Douala. Les études de la société financière, qui est une entité de la groupe, voilà, du groupe de la Banque mondiale, savaient que c'était Douala. Tout le monde avait tiré les conclusions. Mais justement, notre déficience diplomatique, l'absence de présence a fait qu'on décide à notre place et qu'on mettre la bourse à Douala. Aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous avons pour obtenir justement une bourse unique en Afrique centrale et que l'on repositionne dans le pays où il doit être naturellement parce que c'est la plus grosse économie de la région. Non, je pense que nous en avons payé le prix. Le fait que notre président ne soit pas allé à la cérémonie de passation de service quand il était président sortant de l'OUA pour passer le témoin à son successeur nous a beaucoup coûté. Moi, j'ai côtoyé, permettez-moi de le dire, quelques chefs d'État et j'ai entendu des choses pas très agréables sur notre pays dues à cela. Et donc nous allons être présents. Mais dès lors que nous avons dit que notre politique sera gouvernée par les intérêts du Cameroun, cela veut dire que même notre déploiement diplomatique, des missions diplomatiques, sera déterminé justement par les intérêts que nous poursuivons dans telle ou telle région. Il n'est, par exemple, pas tout à fait explicable que nous ne soyons pas représentés en Inde. Nous n'avons pas d'ambassade en Inde. Nous n'avons pas d'ambassade en Angola, qui est quand même un pays qui compte en Afrique, que ça plaise ou pas. Et je peux en citer d'autres. Donc il va falloir, si nous disons que nous voulons développer des partenariats, y compris sur le plan technologique avec l'Inde, il va falloir être présent. Et non pas un ambassadeur qui va partir de loin pour couvrir un pays qui a 1,2 milliard d'habitants quand même sur la Terre. Donc il y a là des choses qui me paraissent étranges, cependant que nous maintenons par ailleurs, n'est-ce pas, des ambassades dans des pays où je ne suis pas sûr que effectivement nos intérêts en termes de coopération justifient toute une ambassade dans ces pays-là. Donc voilà ce que je pourrais dire à cet égard. Ce ne sera pas une politique étrangère idéologique, ce sera une politique étrangère pragmatique guidée par le souci de préserver les intérêts du Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun, en ayant signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, en étant le seul pays en Afrique centrale à l'avoir fait, se marginalise dans la région?
Je pense de toute façon que ces accords ne sont pas bons pour nous. Jusqu'à présent, personne ne m'a donné une explication rationnelle à la raison pour laquelle nous avons signé ces accords de partenariat économique. J'ai entendu quelquefois dire que oui, c'est parce que il y avait un certain nombre de produits camerounais qui ne seraient pas entrés sur le marché européen à une date donnée si nous n'avions pas signé les accords. J'ai entendu en particulier parler de l'aluminium et je crois quelquefois aussi de la banane. J'ai toujours dit, si nous prenons l'aluminium, le marché de l'aluminium n'est pas, et surtout ces dernières années, n'était pas déterminé par la consommation européenne. Les plus grands marchés de consommation étaient hors d'Europe. Et donc, si le Cameroun voulait continuer à exporter son aluminium tout en préservant son avenir économique en ne signant pas les accords de partenariat, il aurait pu, même si ces marchés traditionnels se trouvent en Europe, essayer d'explorer d'autres marchés. Et je continue d'ailleurs de penser que, vu d'ailleurs à quoi sert l'aluminium dans l'industrie mondiale, même s'il y a des périodes où le cours de l'aluminium plonge, c'est une matière qui est appelée à durer dans l'industrie mondiale. Et donc, parfois, il faut faire preuve de patience à cet égard. Au demeurant, toujours sur l'aluminium, si la politique de relance ou de développement de la production de l'aluminium chez nous avait été poursuivie, comme j'avais cru, moi, lorsque j'étais au gouvernement et qu'on a présenté la politique du gouvernement en la matière, moi, je sautais de joie. Lorsque je voyageais partout en Europe à l'époque, je disais aux jeunes Camerounais ingénieurs, il faut rentrer parce que le pays bouge, ça va changer. Parce que je croyais effectivement qu'on allait porter la production camerounaise de 90 000 tonnes à 300 000 tonnes, comme on le promettait, et que Rio Tinto, d'après ce qu'on m'a dit, entrevoyait même 1 million de tonnes de production au Cameroun si l'énergie le permettait. Et donc nous aurions eu un site qui nous aurait permis, par notre production, de peser sur le marché de l'aluminium et de n'être pas dépendant uniquement du marché européen. Donc l'argument, pour moi, n'est pas suffisant. Quant à la banane, je dis toujours, il faut faire attention. On ne peut donc pas compromettre l'avenir d'un pays et de toute une économie pour un seul produit. Parce qu'en dehors de cela, franchement, qu'est-ce que nous vendons à l'Europe pour dire nous avons intérêt à signer les accords de partenariat économique? Est-ce que les quelques bâtons de manioc que l'on vend à Château-Rouge qui justifient que l'on ouvre aussi largement les marchés pour tuer la petite industrie locale et quelques entreprises locales de distribution qui se mettaient en place tranquillement? Je crois que c'était une erreur et il faut savoir reconnaître les erreurs. Peut-être que le président de la République a signé sur la base de ce que ses experts lui ont dit. Mais il faudra donc qu'il réalise, et je ne suis pas le seul à le dire, et même des non-africains le disent aujourd'hui, qu'effectivement cet accord n'est pas bon pour nous. Au-delà même du fait que l'on nous mette à l'index en Afrique centrale, pour nous en tant que pays, ça n'est pas bon. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, si je suis élu président de la République, une de mes priorités, c'est de renégocier ces accords. Et de voir tous les termes qui peuvent compromettre la mise en place d'une industrie camerounaise compétitive puissent être effectivement éliminés. Évidemment, si nous ne pouvons pas le faire du tout, on sera obligé d'envisager le retrait. Parce que le retrait des traités fait partie, donc je suis juriste, fait partie des mécanismes justement prévus par le droit international lorsqu'on est parti à un accord et qu'à un moment donné, il y a un ensemble de circonstances qui ne vous permettent plus de continuer à respecter cet accord, de vous en retirer. Je ne veux pas ici citer l'exemple d'un grand pays. Nous ne sommes pas un grand pays, mais après tout, chaque pays a ses propres intérêts et donc on ne peut pas écarter cela. Restons sur le terrain de la coopération internationale pour évoquer une autre cour qui fait également beaucoup parler sur le continent africain, la Cour pénale internationale. Beaucoup estiment qu'elle n'a été utilisée que comme un instrument des pays forts et puissants pour davantage asservir les pays africains et leurs dirigeants. Quelle est votre lecture et est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que les pays africains devraient en sortir? Si je veux commencer par la fin, je dirais non. Une fois que j'ai répondu, j'y reviendrai pour dire pourquoi. Mais je commence par le commencement. Vous avez raison. Vous savez qu'en matière de justice, on dit toujours la justice doit être rendue, mais elle doit également être regardée comme rendue, perçue comme rendue. De nombreux Africains, et pas forcément uniquement les dirigeants africains, la jeunesse africaine voit dans la Cour pénale internationale aujourd'hui, parfois à tort d'ailleurs,
un instrument effectivement entre les mains des pays puissants. Mais qu'est-ce qui crée cette impression? J'ai dit que j'ai eu la chance, le privilège d'être conseiller juridique de la délégation camerounaise à la conférence de Rome de 1998 qui a adopté les statuts de Rome. J'étais conseiller juridique de la délégation camerounaise. J'ai ensuite, au sein de la conférence, été élu, en tout cas désigné, comme membre du comité de rédaction. Donc vraiment le sein qui rédige le traité. Et quand on adoptait cette convention, tout le monde était content parce qu'on croyait qu'on mettait en place un instrument, une juridiction qui allait juger aussi bien les forts que les faibles. Donc on se disait, enfin, on a un outil qui ne sera pas entre les mains d'une partie de la communauté internationale contre une autre. Or, ce qu'on a observé dans un premier temps, c'était la réticence des pays les plus puissants, à part 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. Aucun autre pays important, enfin puissant, au monde l'a fait. Les États-Unis, la Russie, la Chine, les 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas partis au statut de Rome. Les autres grandes nations, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et d'autres pays ne sont pas partis au statut de la Cour. Ça, c'est extrêmement important. Ça donne déjà une indication de la perception. Maintenant, on met en place la Cour. De nombreux États africains ont signé et plus d'une trentaine d'États africains ont ratifié, donc sont partis au statut de la Cour. Et on observe quoi? On observe que depuis la mise en place de la Cour, seuls les ressortissants africains sont jugés devant la Cour. Et là, je ne donne pas entièrement tort à la Cour, parce que les Africains y sont aussi pour quelque chose, puisque la plupart du temps, ce sont les États, les gouvernements africains qui ont déféré leurs ressortissants devant la Cour. C'est pour cela qu'on peut raisonner aussi à contrario, pour dire que l'Afrique a instrumentalisé la Cour, ou bien les gouvernements, les dirigeants africains ont instrumentalisé la Cour pour régler leurs problèmes internes. Ce n'est pas le cas pour le Soudan, par exemple. Et non, ce n'est pas le cas pour al-Bashir, mais si vous allez au Congo, en Côte d'Ivoire, un certain nombre de pays, lorsqu'on a un opposant ou un adversaire qui était gênant, on l'a déféré devant la Cour. Donc de ce point de vue, les Africains ne sont pas bien placés pour faire des leçons à la Cour. Mais ce qui a en fait complètement perverti la perversion et le sentiment des Africains vis-à-vis de la Cour, c'est entre autres le cas al-Bashir. Je ne dis pas que c'est un dirigeant exemplaire, loin s'en faut, et je ne porte aucun jugement sur la façon dont il dirige le Soudan. Il y aurait plutôt beaucoup de choses à redire. Mais il se trouve que c'est un dirigeant, président en fonction de la République, un chef d'État en fonction. Et on le défère devant la Cour. Ce n'est pas ça qui est grave. C'est prévu dans les statuts de la Cour. Mais je signale que c'est la manière dont il a été déféré déjà qui pose problème. Le Soudan n'est pas parti au statut de Rome. Donc c'est le Conseil de sécurité qui a pris une résolution déférant M. al-Bashir devant la Cour pénale internationale. Et si je m'arrête une seconde, la question est pourquoi le Conseil de sécurité n'a-t-il fait que pour le Soudan? Alors qu'il y a d'autres régions du monde où il y a eu des rapports sur des crimes qui rentrent dans les catégories de crimes prévus dans le statut de la Cour, pour lesquels le Conseil de sécurité n'a jamais pris de résolution. Au Proche-Orient, nous connaissons des États. En Amérique du Sud, nous connaissons quelques États. Au Moyen-Orient, c'est-à-dire un peu plus proche, vers l'Afghanistan, il y a d'autres. Mais pourquoi il n'y a que les Africains qu'on a déférés devant la Cour? Donc le Conseil, le même Conseil de sécurité, aurait pu montrer justement son objectivité en prenant des résolutions pour demander à la Cour d'ouvrir des enquêtes contre ces autres dirigeants. L'a pas fait. Donc, dans le cas d'al-Bashir, effectivement, ce qui a contrarié le plus les Africains, c'est que l'Union africaine, l'organisation continentale, qui est la plus proche de la crise qui sévissait au Soudan, dit, nous demandons au Conseil de sécurité d'appliquer l'article 16, d'actionner l'article 16 du statut. Lequel article dit que le Conseil de sécurité peut demander la suspension pendant 12 mois des poursuites contre une personne déférée devant la Cour pénale internationale. L'Union africaine demandait ce délai pour lui permettre d'investiguer au Darfour, puisqu'il y avait une équipe de médiateurs désignée pour le Darfour, qui était conduite d'ailleurs, je crois, par le président, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, et le Conseil de sécurité n'y a pas répondu. Même par pure courtoisie, il n'a rien dit. Et ça, les Africains ont pris ça, ils ont ressenti cela très mal. Et je les comprends, parce que ignorer, mépriser de cette façon 54 États, tout un continent, est quelque chose d'insoutenable. Et ce qui est amusant, c'est que
Le Conseil de sécurité qui prend ces résolutions, je vous ai dit qu'il n'y a que 2 États parmi les 5 membres permanents qui ont ratifié. Voilà donc des États qui ne sont pas partis au statut de la Cour, qui utilisent la Cour pour régler des problèmes. Il y a donc déjà justement un problème de légitimité, de logique, de décence. Donc tout cela fait que les États africains vivent très mal cette situation et à un moment donné envisagent sérieusement leur retrait du statut de Rome. Mais je dis, mon conseil, si je pouvais en donner un, c'est qu'il ne faut pas se retirer du statut. Il faut, parce que nous sommes, en tant qu'État africain, de plus en plus nombreux au sein de la conférence des États partis, utiliser cela pour faire les amendements et les modifications qu'il faut. Je vous signale par exemple qu'à Kampala, j'étais à Kampala en 2010 à l'Assemblée des États partis. Les États africains ont quand même pesé avec quelques autres pays pour que l'on définisse le crime d'agression, qui avait été inscrit dans le statut de la Cour à Rome en 1998, mais sans être défini, ni les éléments d'infraction. Donc, c'est un crime qui ne pouvait pas être poursuivi puisque les éléments d'infraction n'y étaient pas. À Kampala, en Ouganda, en 2010, on a défini. Et les pays développés ont voulu un délai parce qu'ils manœuvrent toujours. Ils ont dit, bon, il faut qu'on se donne à nouveau 7 ans. C'est dans 7 ans qu'on mettra en application. Et ces 7 années sont écoulées maintenant, puisque en 2017, on avait atteint les 7 ans. Et désormais, le crime d'agression peut être mis en application. Les pays africains, d'ailleurs, sous l'impulsion du Cameroun, il faut le reconnaître, s'étaient battus à Rome pour que ce crime soit inscrit. Je dois dire que ce crime est important. Pourquoi? Parce que c'est la mère des crimes. Quand vous dites qu'il y a crime de guerre, c'est parce qu'il y a guerre. Et s'il y a guerre, c'est parce que quelqu'un déclenche la guerre, c'est parce qu'il y a une agression. C'est pour cela que nous tenions à ce que ce crime soit puni, parce que ce sont les pays les plus puissants qui déclenchent les guerres. Ce sont les pays qui ont les armes et les moyens qui déclenchent les guerres. Et si ce crime est désormais en application aujourd'hui, justement, ces dirigeants ou les dirigeants de ces pays-là qui parfois se laissent aller à l'aventure de la guerre doivent pouvoir savoir qu'ils peuvent être poursuivis sur cette base. Donc vous êtes convaincu aujourd'hui que la justice internationale a encore sa place et a sa légitimité? Je suis plus que convaincu, je crois qu'il est indispensable d'avoir justement une justice. Est-ce qu'elle a toute sa légitimité? Il faut travailler justement, mon propos c'est de dire qu'il faut travailler à construire cette légitimité. Il ne faut pas donner l'impression que la Cour est utilisée, instrumentalisée. Le sentiment est récurrent aujourd'hui parce qu'effectivement certaines personnes disent, enfin par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, crée un malaise, un vrai malaise. Parce qu'on avait promis quoi en Côte d'Ivoire? On avait dit, ok, on va instruire dans les 2 camps, on va faire des investigations dans les 2 camps qui ont pris part au conflit post-électoral en 2010, après 2010, quelque chose comme ça. Et on se rend compte que jusqu'à présent, il n'y a que des personnes qui étaient dans un camp qui sont à la Cour pénale internationale. Cela veut dire qu'on n'a pas pu, je ne sais pas pour quelle raison, mener les investigations nécessaires de l'autre côté. Or, dans un conflit armé, les crimes de guerre, et avec ce qu'on a découvert par exemple à l'ouest de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, impliquent souvent des combattants des 2 camps. Donc on ne peut pas faire croire que seul, par exemple, le camp de l'ancien président de Côte d'Ivoire avait pu commettre des crimes. D'ailleurs, tout le monde, les rapports ont établi que de l'autre côté, des crimes avaient été également commis. Et donc ça qui met mal à l'aise beaucoup non seulement des dirigeants africains, mais des ressortissants africains, c'est de dire qu'on a l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures et que la Cour est instrumentalisée. Il faut mettre un terme à cela rapidement.